d'ouvrir cette soirée avec, on va dire, une approche historique qui nécessairement sera très courte, voire même très superficielle sur la question des origines du complotisme et des fausses nouvelles. Alors, je m'excuserai bien volontiers parfois de ne peut-être pas aborder quelques thèmes ou quelques conflits dont vous avez déjà entendu parler parce que j'ai dû faire un choix. Et je m'en excuse d'avance, mais après, lors des questions, on pourra peut-être revenir sur certaines d'entre elles. Alors, avant de débuter, je vais quand même revenir sur d'abord quelques mots, puisque les mots ont leur importance. Et je vais reprendre ici deux définitions centrales qui ont été données par le chercheur Pierre-André Taguieff, qui quand même reste une référence absolument incontournable pour comprendre ce phénomène. Alors, Taguieff distingue bien le complot du complotisme. Alors, le complot, qu'est-ce que c'est? C'est un projet concerté secrètement contre la vie ou la sûreté de quelqu'un, d'un groupe de personnes ou d'une institution. Alors, il présuppose bien entendu l'existence d'un accord secret, d'une entente entre plusieurs personnes. Alors, en général, le complot va réunir plusieurs personnes. Dans le but, en règle générale, de s'emparer du pouvoir. Il y a très souvent, en fait, on va dire, un but politique. Alors, le complot, lui, a une réalité historique. Il est documenté, il est sourcé, il est avéré. Et en réalité, donc, en fait, il n'est pas caché. Dans un premier temps, il l'est, mais après, non. Et par exemple, donc, on peut citer le cas du complot qui a mené à l'assassinat de Jules César, ou encore le coup d'État du 18 Brumaire, mené entre autres par Napoléon Bonaparte. Alors, il se distingue donc bien du complotisme. Alors, le complotisme, lui, il est très différent, puisqu'en fait, il s'agit d'une vision de l'histoire. Et le fait que cette dernière, donc, et ces grands événements, alors là, ici, on pense à la Révolution française, on y reviendra. On pense également au 11 septembre, pourquoi pas d'ailleurs aux attentats de Charlie Hebdo, et ainsi de suite. Et c'est une vision de l'histoire, et le fait que cette dernière et ces grands événements donc, s'expliqueraient par un projet concerté secrètement, parce que mauvais par essence pour l'humanité, par un petit groupe d'hommes en vue de conquérir et, ou, c'est ce nom, de dominer un ou plusieurs pays, voire, actuellement, c'est plutôt la tendance, le monde entier, à l'aide de manœuvres secrètes, toujours secrets. Alors attention, le complotisme par contre, lui, ne part pas sur quelque chose qui est avéré, puisque les preuves sont toujours cachées, donc il n'a pas d'existence concrète. Alors, Taguieff également distingue 4 grands principes, et en définissant également la méthode globale au complotisme. Alors, en règle générale, le complotisme, d'ailleurs, est animé par un groupe d'hommes. Paradoxalement, il est très peu inclusif, hein, il y a très peu de femmes, alors à part peut-être une ou deux exceptions, j'en parlerai d'une. Elle est très peu présente dans cet univers. Alors, ça s'explique pour une raison bien simple. Le complotisme a d'abord une portée politique, une nature politique. Or, à la base, le politique, c'est une affaire d'homme. La femme est longtemps restée cantonnée à la sphère privée, à la sphère domestique, donc il est tout à fait normal de ne pas la retrouver dans cette sphère. Donc il agit rarement seul, il fait partie d'un groupe. Donc là, on va retrouver les classiques, les Illuminati, les Juifs, les francs-maçons, etc., etc. Il est également dépourvu de morale. La vie humaine lui importe peu. Donc par conséquent, très souvent dans le complotisme, on va retrouver la dimension génocidaire, surtout à partir du XXe siècle. Et enfin, quatrième critère qui arrive un peu plus tardivement, surtout avec les Juifs, il est physiquement reconnaissable. Il est marqué par un physique qui est hors norme ou à part dans cet univers. Alors, nous distinguons globalement deux foyers de naissance et de diffusion du complotisme, principalement deux foyers, avec d'un côté l'Europe, sur lequel je reviendrai dans un premier point, et le deuxième, les États-Unis. La différence étant que, contrairement à l'Europe, aux États-Unis, la culture complotiste est souvent liée à la contre-culture américaine et même à la culture pop, la culture populaire, même si bien sûr il ne faut pas exclure la nature politique. Alors qu'en Europe, et notamment en France, il est vrai qu'il a plutôt une dimension réellement politisée, et ce dès le départ. Alors, il y aurait aussi également un troisième monde, mais je ne vais absolument pas l'aborder ce soir, c'est le monde arabo-musulman, qui lui est devenu un lieu très à l'écoute et très perméable aux théories du complot, et qui a commencé à diffuser les siennes propres, surtout à partir des années 70-80. Mais je laisserai pour d'éventuelles questions. Alors, je vais revenir tout d'abord sur l'Europe et le quatuor d'origine malfaisant, parce qu'on distingue bien un quatuor qui serait à l'origine, enfin, qui en tout cas mis en avant par les diverses théories du complot.
Alors le tout premier, c'est celui qui est constitué par les jésuites. Alors on les a complètement oubliés, même si à l'heure actuelle d'ailleurs on voit réémerger notamment en Amérique latine ces vieilles théories du complot liées aux jésuites. Alors juste pour un bref rappel, parce que je me doute que peut-être que la Compagnie de Jésus ne vous dit pas grand-chose, c'est ce qui est tout à fait légitime. Donc c'est une congrégation catholique masculine qui avait été fondée par saint Ignace de Loyola et qui avait été approuvée par le pape en 1540. Et très vite, cette congrégation, qui se spécialise notamment dans l'enseignement, rencontre un très vif succès. Et forcément, de ce succès émanent certaines jalousies. Alors, émanent également certaines jalousies, certaines rancœurs, et aussi une volonté de régler ses comptes également à cette société, cette congrégation qui a du mal à être bien vue par un certain nombre de personnes. Et c'est dans ce contexte-là qu'en 1614, au début du XVIIe siècle, justement au moment où les difficultés commencent à s'accumuler sur les jésuites, que paraît à Cracovie un mystérieux texte qui s'appelle, qu'on va appeler en abrégé les Monita Secreta, qui accuse explicitement les jésuites d'entrisme et de vouloir s'accaparer des richesses et du pouvoir. Alors tout de suite, scandale, l'Église diligente une enquête pour savoir d'abord si c'est vrai, si c'est faux. Enfin très vite, il s'avère que c'est tout à fait faux. Et que le coupable est en réalité un noble polonais du nom de Jérôme Zaorowski, qui cherchait en réalité à se venger de l'ordre, parce que cet ordre l'avait exclu. Voilà, donc l'affaire se dégonfle très rapidement, enfin, c'est ce que l'on croit, puisque, en fait, par la suite, ce texte continue à infuser, et il a été publié jusqu'au début du XXe siècle. Alors, un peu partout dans le monde, vous trouvez des versions anglaises. Vous voyez ici, par exemple, donc c'est une publication anglaise de 1723. Au XIXe siècle, on retrouve plusieurs versions que vous pouvez trouver sur Gallica, moteur de recherche de la BNF. Au Panama, vous l'avez également, je crois, publié en allemand, enfin vous l'avez vraiment dans toutes les langues. Et de très nombreuses caricatures, d'ailleurs, vous l'accompagnez. Vous voyez ici la caricature d'un jésuite qui s'appare la richesse. Alors, vous voyez tout de suite l'analogie où je veux en venir. On va retrouver ce type de caricature après pour accuser les juifs de s'accaparer les richesses du monde. Vous voyez, on va retrouver des critères similaires parce que le complotisme aussi agit par mimétisme, par recyclage. Donc d'une théorie à l'autre, d'un groupe accusé à l'autre, on va toujours retrouver souvent les mêmes caractéristiques recyclées et modernisées. Alors, le deuxième quatuor est constitué par les Illuminés de Bavière, plus connus sous le nom d'Illuminati. Alors, qui sont les Illuminés de Bavière, qui sont aujourd'hui très à la mode? Alors, à l'origine, en fait, il s'agit d'une société secrète allemande qui avait été fondée le 1er mai 1776 par un professeur en droit canonique, qui s'appelait Adam Weishaupt. Alors, je suis désolée pour l'accent allemand, je n'arrive jamais à retenir la prononciation exacte de son nom. D'accord, je vous remercie. Et en fait, cette société, tout simplement, s'inspire énormément de la franc-maçonnerie, avec une dimension mystique un petit peu différente, mais elle lui ressemble très fortement. Et très vite, cette société, qui a du mal à recruter, connaît aussi un certain nombre de problèmes, parce que tout d'abord, elle s'attire d'abord justement l'hostilité des francs-maçons. Parce que les Illuminés de Bavière tentent de faire de l'entrisme, un entrisme assez peu délicat dans les loges, les francs-maçons n'apprécient pas et très vite les dénoncent comme des usurpateurs. En plus, vous avez une dissension dans l'ordre des Illuminés. En fait, les fondateurs ne s'entendent pas, ils se déchirent sur des questions cléricales, sur des questions religieuses, globalement. Et enfin, il s'attire les foudres de Charles Théodore de Bavière, qui finit par dissoudre et interdire toutes les sociétés secrètes et viser d'abord explicitement les Illuminés en 1785. Donc, vous avez dans les années 1780 toute une littérature où véritablement plusieurs personnes se déchaînent contre les Illuminés de Bavière. Mais il faut bien souligner qu'à la veille de la Révolution française, en fait, cet ordre a disparu parce qu'il ne recrutait pas beaucoup et qu'il avait l'hostilité de tout le monde. Mais déjà, vous avez un certain nombre de textes clés qui déjà amorcent la réflexion sur ce qu'est un groupe de comploteurs. Et notamment, vous avez en France le Marquis de la Roche-Dumaine, qui traduit des ouvrages publiés en allemand contre eux, qui déjà diffuse l'idée d'un ordre qui cherche à s'emparer du pouvoir et à détruire l'Église, le catholicisme, etc., etc. Alors, c'est dans ce contexte que justement la Révolution française éclate donc en 1789 et qu'on va trouver un troisième groupe qui va être très vite accusé lui aussi de comploter et en premier lieu contre la monarchie et l'Église et le catholicisme. En fait, c'est la franc-maçonnerie.
Alors, très brièvement, la franc-maçonnerie, comment pourrait-on les définir? Alors, de façon très succincte, donc on pourrait la qualifier d'association à but philosophique et philanthropique, amatrice de troisième mi-temps aussi au passage, une dimension importante, qui s'est implantée en France en 1725. Et dès le départ, dès 1725, c'est un groupe qui a dû faire face à l'hostilité de l'Église parce que, très clairement, c'est une concurrente intellectuelle intolérable, et en premier lieu parce qu'elle prône l'égalité religieuse, ce qui à cette époque a du mal à passer. Elle doit aussi faire face à la méfiance populaire à cause du secret qui suppose également la discrétion de ses membres. Or, par nature, ce qui est discret ou secret attire forcément les questions et les jugements négatifs. Donc on est dans ce contexte-là. Donc au moment de la Révolution française, forcément, vous avez une partie du clergé, une partie et quelques membres du clergé, quelques hommes d'église qui, dès le départ, accusent les francs-maçons d'être à l'origine de la Révolution française, leur but étant de renverser la monarchie et de détruire l'Église catholique. Donc ces accusations sont portées notamment en France par plusieurs abbés. Donc vous avez notamment l'abbé Baruel, qui est sans doute le plus connu, donc Augustin Baruel, qui publie en 1797, en plusieurs tomes d'ailleurs, les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Alors il ne démontre absolument rien, il ne fait que charger et d'accuser, parce que pour lui en fait, tout simplement, le peuple n'est pas capable tout simplement de déclencher une révolution. Ce qui est intéressant, c'est quand on le lit, c'est qu'il dénie complètement au peuple la capacité à réfléchir politiquement. Donc la Révolution française est forcément un complot. Mais j'insiste, ce n'est pas le seul à l'époque, parce que lui aussi il plagie en fait d'autres auteurs, notamment des auteurs écossais comme John Robinson. Alors, à noter également qu'il fait également un amalgame entre franc-maçonnerie également et Illuminés de Bavière, puisque les Illuminés de Bavière auraient également infiltré les loges. Donc les francs-maçons apparaissent aussi paradoxalement comme des victimes aussi des Illuminés de Bavière. C'est vrai que les textes sont très ambigus et parfois extrêmement paradoxaux. Alors, justement, pour vous montrer justement quelques recyclages, alors je vous ai mis deux petites caricatures du 19e siècle où vous voyez en fait ces deux groupes, les jésuites et les francs-maçons qui sont accusés finalement de comploter, et on retrouve, vous voyez, des caricatures extrêmement similaires où les deux groupes sont présentés sous forme de pieuvres qui pervertissent la société et mettent en danger la France et Marianne. Donc vous voyez, il y a un recyclage d'un groupe à l'autre, la pieuvre devient véritablement l'animal par excellence qui permet de caractériser le groupe comploteur d'ailleurs, et c'est un recyclage qu'on retrouve de façon plutôt permanente. Alors, bien sûr, le troisième groupe, donc, ce sont les Juifs. Troisième ou quatrième, je sais pas où j'en suis. Non, le quatrième, pardon, ce sont les Juifs, bien sûr. Alors, les Juifs, en fait, sont les derniers arrivés dans le groupe des comploteurs. Alors, pour autant, bien sûr, l'antisémitisme ou l'antijudaïsme, lui, par contre, est extrêmement ancien. Mais il est vrai que jusqu'aux années 1830, on ne voit pas d'accusation véritablement contre les Juifs, les accusant de comploter et de vouloir renverser les nations et de les dominer. C'est véritablement à partir des années 1830 qu'on voit, sous la plume, là aussi d'hommes d'église, s'opérer un changement dans la littérature et de plus en plus donc voir les Juifs être accusés. Alors, le véritable auteur, justement, qui se lance dans ces accusations, voilà, c'est un Français, donc Henri-Roger Gougenot des Mousseaux, dont je vous ai mis le portrait ici, qui, publie un ouvrage dans les années 1860, et c'est là où il développe donc d'abord l'idée que le juif est un être cosmopolite qui n'appartient à aucune nation, donc il est inassimilable. Donc une race qui obéirait à des lois naturelles et dont l'objectif serait de pervertir les sociétés, de les empoisonner de l'intérieur pour mieux les dominer. Alors ces idées sont reprises par la suite par une grande figure de l'extrême droite française qui est Édouard Drumont, qui publie à la fin du XIXe siècle La France juive. Et ces idées vont tout simplement infuser, puisque en fait, tout simplement, on retrouve dans le nazisme des éléments déjà présents chez Gougenot des Mousseaux et Édouard Drumont. Alors parmi les textes antisémites les plus célèbres et les plus connus qui accusent les juifs de complotisme, on retrouve donc ce texte très célèbre que vous connaissez forcément qui s'appelle les protocoles des sages de Sion. Alors ces protocoles, alors je vous recommande si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, voilà cette petite bande dessinée que Will Eisner donc, a publié qui a été traduite chez Grasset, qui raconte en bande dessinée l'origine de ce faux antisémite qui a été produit par la police tsariste au début du XXe siècle.
Alors, c'est un plagiat qui est avéré, parce que si vous regardez bien, là je vous ai mis un extrait justement comparé des protocoles, le protocole numéro 17, comparé donc au dialogue des enfers signé Maurice Joly en 1864. Car à l'origine, en fait, ce texte repompe littéralement, alors de manière extrêmement maladroite et très peu subtile, ce pamphlet qui, à l'origine, en 1864, visait Napoléon III. Donc Maurice Joly, en fait, avait écrit ce texte pour dénoncer Napoléon III. Et les protocoles, en fait, reprennent littéralement le texte, mais l'adaptent cette fois-ci dans le but d'accuser les Juifs. Et on le voit très bien, vous voyez l'allusion au dieu Vishnu, qui n'est pas très délicate. La moitié des hommes verra l'autre. Voilà, je vous ai souligné quelques passages qui vous montrent que ce faux, qui malheureusement est encore pris pour authentique actuellement, qui montrerait l'existence d'un véritable complot juif, et ces documents seraient censés le prouver, donc ce qui justifierait après la persécution, etc., etc. En fait, n'est pas du tout authentique. Alors malgré tout, voilà, le juif lui aussi donc devient la cible et l'antisémitisme donc devient le porte-parole d'une certaine idée du complot. Avec, vous voyez, pour le juif, c'est cette caractéristique physique qu'on lui attribue. Et ici, je vous ai donc juste rappelé voilà, une de la presse d'extrême droite qui date de l'époque de l'affaire Dreyfus. Parce que sur la première ici, vous allez... Alors, on ne le reconnaît pas du tout, c'est normal. Hein, Dreyfus n'avait absolument pas ce physique-là. Mais là, on voit toutes les traits caractéristiques du juif comploteur dans toute sa splendeur. Voilà, on pourrait passer une heure à décrire toutes les caractéristiques qui lui sont attribuées, du crâne jusqu'aux pieds, en passant par les mains, les coudes et bien sûr le nez. Et bien sûr, donc ces idées, je ne vais pas le rappeler, ont été largement reprises par Hitler, qui bien sûr tenait pour véridique toutes ces théories. À partir de 1919 et 1920, on voit dans des écrits qu'il commence à adhérer, qu'il adhère à ces théories qui font des Juifs donc une race à abattre pour lui. Alors voilà, donc à très grands traits, donc, voilà les grandes étapes concernant le complotisme en Europe. Alors je vais dans une deuxième partie donc aborder très très brièvement l'autre foyer. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, je crois que je vais trop long. Donc la guerre froide et les États-Unis. Alors les États-Unis et la guerre froide sont à la fois le lieu et la période où l'on voit se diffuser les théories du complot, et on voit surtout en apparaître de nouvelles. Parce qu'en fait aux États-Unis, voilà, il y a eu un échange très clair entre l'Europe et les États-Unis sur ces théories. Je ne vais pas rappeler par exemple le rôle d'Henry Ford dans la diffusion des protocoles aux États-Unis dans les années 20. Alors, vous avez par exemple, durant la guerre froide, un exemple d'intox, puisqu'en fait, les fausses nouvelles, parce que là on revient sur les fausses nouvelles et les, théories, et les accusations de complot, ça a été un des piliers de l'URSS pour accuser les États-Unis de divers maux. Ça, l'URSS en a fait sa spécialité. On accuse les États-Unis de tous les maux, et notamment de certains complots. Et par exemple, l'un des plus sinistres, c'est certainement en 1983, ce qui s'est appelé l'opération Infection, qui a cherché à attribuer aux États-Unis la création du virus du sida en laboratoire. Voilà. Et ça a été très largement avoué par la suite, à la fin de la guerre froide, par les responsables de l'époque, qui ont expliqué qu'effectivement c'était une opération d'intox, mais qui aujourd'hui encore imprègne certains groupes, notamment aux États-Unis, qui y croient toujours. Alors, vous avez également un grand retour, par exemple, des Illuminés de Bavière, qui, à la faveur d'un roman publié dans les années 70, les rebaptisent d'abord Illuminati. Et justement, voilà, c'est l'occasion de dire que c'est peut-être la seule théorie qui est à peu près inclusive, puisque, soi-disant, à la tête des Illuminati à l'heure actuelle, vous auriez Élisabeth II, qui serait la grande prêtresse en chef de cet ordre qui compterait tous les puissants du monde, de Barack Obama en passant par les Rothschild et les principaux leaders mondiaux. Alors par contre, les Américains ont su également profondément innover, puisqu'ils ont fait apparaître également certains personnages, comme par exemple les fameux Men in Black, qui sont en réalité une invention totale d'un Américain assez excentrique qui s'appelait Gray Barker, dans un ouvrage publié en 1956 qui s'appelle They Knew Too Much About Flying Saucers, alors qui a été traduit en français par un chercheur en sociologie qui a traduit et qui a encadré par tout un appareil critique ce texte, qui ne puise effectivement sur rien du tout. Et les Men in Black, en fait, on les voit apparaître dans une dizaine de lignes, et ce sont cette dizaine de lignes, en fait, qui par la suite a infusé dans de nombreuses œuvres, puisque par la suite ensuite se sont rajoutées diverses caractéristiques, notamment sous la plume d'un autre auteur, John Keel, et l'ouvrage La prophétie des ombres, qui se lit en vérité comme un véritable roman, mais qui a été pris au sérieux,
et qui continuent d'être pris au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, les Men in Black font partie de la culture complotiste. Alors, ils ont également introduit, alors ça c'est typiquement américain, c'est pas du tout européen. Ils ont également introduit la figure de l'extraterrestre qui, à partir des années 50 d'ailleurs, va beaucoup évoluer dans son physique, puisqu'on va passer du blond arien au petit homme vert, puis au petit homme gris. Et il est vrai que l'espace, de façon plus globale, va devenir également le terrain de chasse des complotistes. Et aux États-Unis notamment, c'est dans les années 70, à la suite notamment de l'année 1969 et l'arrivée de l'homme sur la Lune, qu'un certain Bill Kaysing va publier un ouvrage à compte d'auteur où il remet en question le fait que l'homme a marché sur la Lune. Alors, dans cet ouvrage, il ne démontre rien, il ne fait que poser des questions. Il n'est pas du tout spécialiste de l'aéronautique, même s'il a un peu bossé dans les coulisses de la NASA, mais il remet en question, mais à l'époque, attention, personne n'y croit, ça ne rencontre aucun succès, mais c'est à la faveur des années 2000, avec l'émergence d'Internet, et surtout d'une série télé qui, à l'époque, justement, relance les fameuses théories du complot, dont notamment celle de l'homme qui n'aurait pas marché sur la Lune. Et cette série télé, peut-être que vous l'avez vue à l'époque, c'était la série X-Files. Et c'est d'ailleurs avec cette série télé, d'ailleurs qu'en Europe, on prend conscience et connaissance d'ailleurs de ces fameuses théories du complot qui existaient aux États-Unis, mais qui en France, à l'époque, étaient extrêmement confidentielles. Ça ne dépassait pas certains cercles d'excentriques, on pourrait dire, qui y croyaient dur comme fer. Alors depuis, bien sûr, vous avez les fameuses théories des reptiliens, alors qu'on retrouve dans la série V également, avec la fameuse Diana pour ceux qui ont regardé également la série, mais qui est aussi prise pour véridique, puisque vous avez beaucoup de photomontages qui vous expliquent que Barack Obama est un reptilien également. Donc l'idée que ce sont les extraterrestres et non plus les juifs maintenant qui menacent la planète et qui se servent de nous comme d'un grand garde-manger d'ailleurs au passage, mais il y a des gens qui y croient très très sérieusement. Alors actuellement, effectivement, parmi les dernières théories récentes, vous avez la fameuse théorie de la Terre plate, qui a surtout émergé à partir de 2016, mais qui avait commencé à monter un petit peu, à revenir à la mode au début des années 2010. Alors, qui ne sort pas de nulle part, parce qu'en fait, cette vieille théorie de la Terre plate, c'est déjà une théorie qui circulait, mais qui n'avait eu aucun succès au XIXe siècle, entre les années 1830 et 1870. Les gens qui y ont cru au XIXe, très clairement, c'est une toute petite poignée d'individus, mais ça n'a jamais réellement pris. Donc on pourrait s'interroger pourquoi dans les années 2010, cette théorie maintenant gagne de plus en plus d'adeptes. Bon, on pourrait en débattre, mais voilà, cette théorie à la base revient des États-Unis après avoir démarré en Angleterre à l'origine au 19e. Et enfin voilà, on pourrait également citer QAnon. Alors je ne vais pas revenir sur ce fameux mouvement qui attribue, qui fait du Parti démocrate aux États-Unis un clan de pervers pédophiles qui menace les enfants, et Donald Trump aurait été élu pour justement purger l'État et les États-Unis de ce groupe maléfique. Mais là aussi, quand on regarde bien finalement où QAnon puise véritablement sa mythologie, en fait il la puise dans le Moyen-Âge, et notamment dans le Moyen-Âge qui accuse les Juifs de sacrifice d'enfants. Et il y a notamment une histoire, alors je vais justement terminer par celle-ci, c'est l'histoire du martyr de Simon de Trente. Alors Simon, c'était un petit enfant qui, dans la ville de Trente, donc ville italienne, qui un jour disparaît en 1475 et qui est retrouvé mort, littéralement massacré par un inconnu. Très vite, la ville de Trente s'enflamme et accuse la communauté juive locale d'un crime rituel, et très vite ça gonfle. Très vite, voilà, on attribue aux Juifs des sacrifices d'enfants et le fait qu'ils utilisent le sang des enfants pour alimenter le pain azim, ou pour fabriquer le pain azim lors de rituels religieux. Et en fait, quand on regarde bien, on retrouve d'énormes similitudes entre la pensée de QAnon et cette croyance qui d'ailleurs a perduré en Italie jusque dans les années 60. Simon de Trente a été un martyr vénéré jusque dans les années 60 à 30. Voilà. Donc voilà pour ce très bref panorama. J'ai été un petit peu plus longue, mais c'était difficile de faire court. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci.